intéressant en fait, c'est plus intéressant que comique de voir cette publicité, cet imaginaire nazi succédé par cette image du wokisme et deux êtres hybrides qui en fait n'auraient jamais eu leur place dans la Waffen-SS ni dans aucune armée du monde et qu'on ne verra d'ailleurs jamais servir en Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point d'actualité, aujourd'hui avec Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Alors pour commencer cette émission, vous étiez hier à l'aéroport de Tallinn et vous êtes tombé sur deux photos qui vous ont fait réagir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, alors je passais par Tallinn pour aller en Russie, comme ça m'arrive souvent, bien que l'Estonie soit un pays pour Omerta inamical, puisque je rappelle que en août, notre magazine qui avait été imprimé par une société estonienne a été envoyé à la poubelle. Nous n'avons pas été livrés. Donc, l'Estonie est un pays inamical qui ne fait pas de cadeaux aux médias qui proposent une autre version des événements en Ukraine. Mais il m'arrive encore d'y passer. Donc, il n'y a plus de vol direct Paris-Moscou. Donc, on est obligé de passer par des pays tiers. Et là, j'avais choisi l'Estonie. Et donc, en allant attendre mon bagage, effectivement, mon attention a été attirée par un panneau publicitaire sur lequel, en fait, deux photos différentes se succédaient. La première, on va la mettre d'ailleurs à l'écran, c'est une publicité pour le musée de la guerre estonien. Et sur cette photo, on voit effectivement un officier, on voit l'emblème, l'aigle national estonien, et on voit un Panzer de la Wehrmacht, de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, c'est un chasseur de chars, un obusier. Et effectivement, en voyant la photo, j'ai trouvé assez étonnant qu'on puisse mettre comme référence à un musée national sur la guerre un Panzer d'une armée étrangère. Bon, il faut se rappeler quand même que l'Estonie a largement soutenu l'armée allemande sur le front de l'Est. On va y revenir. Et puis, cette deuxième photo qui succède à la première, c'est une photo publicitaire pour un casino estonien sur laquelle on va aussi l'afficher. On voit effectivement deux jeunes hommes, des représentants vraiment du wokisme en Estonie, c'est-à-dire manucurés, peinturlurés, maquillés, percés aux oreilles et avec des coupes venues d'une autre planète. Et alors le contraste, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que effectivement en Estonie, on a tout cet imaginaire, je dirais néo-nazi, nostalgique de la Seconde Guerre mondiale, et du soutien à l'armée allemande qui remonte depuis des années. Je le disais, l'Estonie, c'est au sein de l'armée allemande, notamment la 20e division de grenadiers Waffen-SS qui s'est battue sur le front russe. Et c'est régulièrement aussi, d'ailleurs, ça se trouve en source ouverte, c'est une notoriété publique, des cérémonies régulièrement pour honorer les héros, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, notamment des vétérans de la Waffen-SS. Et donc, il y a cet imaginaire qui ressort en réaction avec le passé, l'occupation soviétique, qui ressort avec la guerre en Ukraine, puisque les Estoniens considèrent qu'ils sont quasiment près d'être envahis par la Russie et que, je dirais, pour les néo-nazis estoniens qui sont quand même très nombreux, eh bien, l'engagement au sein de l'armée ukrainienne contre l'armée russe, c'est, je dirais, le revivre quelque part l'histoire de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents au sein de la Waffen-SS sur le front russe. Eh bien, c'est assez cocasse et assez intéressant, en fait. C'est plus intéressant que comique de voir cette publicité, cet imaginaire nazi succédé par cette image du wokisme et deux êtres hybrides qui en fait n'auraient jamais eu leur place dans la Waffen-SS ni dans aucune armée du monde et qu'on ne verra d'ailleurs jamais servir en Ukraine, quoique il y a aussi des trans dans l'armée ukrainienne, on en avait parlé. Donc c'est possible, mais bon, voilà, le contraste est tellement énorme dans cette société estonienne. Quelque part, c'est le reflet aussi d'une partie de la société occidentale et des forces qui soutiennent l'Ukraine, puisque
quand on regarde un peu quelles sont les forces engagées dans le soutien militaire à l'Ukraine, on voit qu'effectivement, soit ce sont des néo-nazis et des nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale et de l'armée allemande, je dirais d'ailleurs avec un niveau de culture historique qui est proche de zéro, mais qui au moins reprennent en tatouage, disons, certains symboles. Je dirais que l'histoire pour ces gens-là, ça passe surtout par du symbole. Et en même temps, effectivement, voilà, de deux êtres que la mondialisation, la globalisation, le cosmopolitisme et le mondialisme produisent en Europe occidentale par dizaines de milliers. Voilà, c'est intéressant et ça dit beaucoup effectivement, de qui est aujourd'hui derrière l'Ukraine et l'Estonie, qui d'ailleurs est un pays assez préservé je dirais, de l'immigration que les pays d'Europe occidentale peuvent connaître. Par contre, on voit, et dans deux extrêmes, euh, le néonazisme, la nostalgie historique, et de l'autre côté, le wokisme et le transgenrisme à outrance. Avec une pub pour un casino, ce qui aussi veut bien dire, ce qui aussi veut beaucoup dire en fait, quand on a des trans, des woke qui font la pub d'un casino dans un aéroport de Tallinn après la photo d'un Panzer allemand, je pense que ça peut faire réfléchir. Est-ce que aujourd'hui, on peut faire le même constat en France? Bah oui, je dirais que c'est intéressant aussi quand on regarde les commentateurs. D'ailleurs, pour ceux de nos auditeurs qui s'infligent de temps en temps de suivre des émissions sur LCI ou sur TV5 Monde, je l'ai fait pour préparer cette émission pour parler de Pokrovsk. On voit qu'effectivement, les analystes et les experts de plateau, je dirais, c'est un combo de gens, je dirais qu'on ne trouve pas dans la normalité. C'est-à-dire que soit on a des commentatrices hystériques qui ne connaissent absolument rien de la guerre et qui se permettent de faire de l'analyse stratégique, de l'analyse tactique sur des choses qu'elles ne maîtrisent pas en multipliant les erreurs avec des yaka faucons, etc. En général, c'est d'ailleurs les plus extrémistes, ce sont ces hystériques. Ou alors, on a des généraux qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont jamais d'ailleurs mis une claque à personne et qui, au moindre coup de fusil, ils restent cachés. Ou alors, on a des analystes et des journalistes qui, je veux dire, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Et ce combo, il est complété quand on regarde la sphère des propagandistes pro-ukrainiens, effectivement, par des wokistes carabinés. Hein. Tout ce qu'il y a de plus gauchiste, de plus mondialiste, de plus cosmopolite est en soutien à l'Ukraine. Et de l'autre côté, un petit peu comme en Estonie, sauf qu'il n'y a pas la même référence historique, c'est effectivement une bande de crétins, d'alcooliques engagés dans l'armée ukrainienne pour combattre, avec toujours ces tatouages et ces références symboliques au nazisme et au néonazisme. Et de l'autre côté, des excités qui aussi n'iront jamais sur un champ de bataille. Voilà. Donc on a à peu près le même attelage en France. Et ce qui est surréaliste, c'est qu'effectivement, leur analyse est, je dirais, dénuée de tout bon sens, de toute prise de recul. Tout est de l'idéologie. Voilà. Et je dirais, cet attelage wokisme, mondialiste, cosmopolite et néo-nazi, eh bien, il est valable en Estonie et il s'affiche. En France, il ne s'affiche pas, mais par contre, à longueur de plateau de télévision, c'est exactement la même combinaison. Voilà, vous avez du néo-nazi avec BHL et ses sbires qui, je dirais, combattent ensemble pour les uns sur le terrain, pour les autres à distance. Ils font jamais la guerre eux-mêmes, mais par contre, ils engagent les autres à la faire et par contre, ils mènent la guerre de communication sur les plateaux de télévision. Ça, ils le font très bien. On va le voir quand on parle de Pokrovsk, quand même de moins en moins bien, parce qu'il devient de plus en plus difficile de cacher la réalité de ce qui est en train de se passer sur le terrain et des difficultés grandissantes que rencontre l'armée ukrainienne et ses sponsors occidentaux. Beaucoup d'observateurs vont relativiser la situation à Pokrovsk. Que se passe-t-il réellement dans cette ville aujourd'hui? Oui, alors cette question, on est d'abord à relier avec la question précédente. Pourquoi? Parce que la même bande de propagandistes pro-ukrainiens est en train de nous servir un narratif qui vise à relativiser
cette prise imminente de Pokrovsk par les Russes. Donc vous avez deux narratifs différents, qui sont d'ailleurs largement contradictoires. Le premier, qui est d'expliquer que Pokrovsk n'a aucun intérêt stratégique, aucun intérêt tactique, et que finalement Vladimir Poutine est en train d'y épuiser ses forces pour des gains qui seront tout à fait dérisoires. Et la deuxième version, celle notamment servie par Aline Lebaille-Crémer, il faut voir le profil de cette femme, c'est assez incroyable. C'est une amie de Bernard-Henri Lévy balancée sur les plateaux de télévision comme experte en tactique militaire depuis 3 ans alors qu'elle n'y connaît strictement rien. Et alors elle nous explique que Volodymyr Zelensky a raison d'honorer sa promesse de ne céder aucun centimètre, pas 1 centimètre de terrain à l'armée russe, y compris au prix de pertes énormes à Pokrovsk, mais que c'est une question de principe et qu'il ne doit rien céder à la Russie. Évidemment, cette position, c'est la position d'une hystérique, je dirais, qui ne connaît rien à la tactique militaire et qui n'a d'ailleurs jamais mis un pied sur le terrain. On lui souhaite d'ailleurs de ne pas mettre un pied sur le terrain, parce que le terrain, évidemment, c'est dangereux. Mais qui est dans une position, vous savez, un peu c'est un peu la position des Allemands d'Adolf Hitler au moment de la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire ne pas reculer d'1 pouce, ne pas reculer d'1 mètre. Ce qui, d'ailleurs, elle a été contredite par l'excellent colonel Pierre Dejon, qui expliquait que dans certaines situations, quand vous êtes menacé d'encerclement, soit vous assumez le fait de perdre vos hommes, soit alors vous vous repliez en temps et en heure et vous reprenez des positions défensives un peu plus loin, plus favorables pour éviter évidemment de voir vos forces totalement écrasées et disparaître. Ça, c'est la tactique militaire de quelqu'un qui connaît le terrain. Mais évidemment, elle est dans une position idéologique. Et donc, ces deux versions qui sont en ce moment servies et qui font partie du narratif pro-ukrainien pour essayer d'expliquer que la défaite qui arrive, en fait, n'est pas une défaite, mais que les Ukrainiens n'ont rien à se reprocher, et que la stratégie du général Syrski et de Volodymyr Zelensky est la bonne. Elle vient se confronter, elle vient se fracasser sur, en réalité, ce qui se passe réellement sur le terrain. Pourquoi ? Parce que Pokrovsk et Mirnograd, il y a 2 villes en ce moment qui sont quasiment encerclées par les Russes, qui font partie d'une seule et même agglomération, on peut dire quasiment, c'est 100 000 habitants avant la guerre. Ces 2 villes sont une priorité pour Vladimir Poutine, pour l'armée russe, pour 2 raisons très importantes. La première, c'est que les Ukrainiens les avaient fortifiés, les Ukrainiens n'ont cessé de les renforcer, un peu comme à Bakhmout, et la priorité de l'armée russe, ce n'est pas finalement des gains de terrain sur des villes dont il n'a pas grand-chose à faire, c'est d'abord et avant tout l'anéantissement de l'armée ukrainienne. Donc l'anéantissement des hommes et l'anéantissement du matériel et des munitions qu'a reçu l'armée ukrainienne. Voilà. Et là, comme les Ukrainiens s'accrochent sur ces 2 villes, eh bien ces 2 villes sont devenues des sacs à feu, c'est-à-dire que les Russes y détruisent un maximum d'hommes et un maximum de matériel. Ça, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, qui en fait complète la première, c'est que ces 2 villes, la prise de ces 2 villes qui est inéluctable, puisque ces 2 villes sont quasiment encerclées et que les Russes sont très largement dans Pokrovsk et ont mis un pied dans Mirnograd, donc la chute de ces 2 villes est inéluctable, c'est qu'ensuite, ces 2 villes, elles ouvrent 2 perspectives pour le développement de l'offensive russe. La première vers le nord, vers les villes de Kramatorsk et de Slaviansk, qui seront les 2 dernières villes ukrainiennes, les 2 derniers bastions ukrainiens dans le Donbass. Kramatorsk accueillant l'état-major ukrainien dans la région. Et de l'autre côté, plein ouest, en direction du Dniepr, là c'est de permettre à l'armée russe de développer son offensive à travers la plaine, puisqu'il n'y a plus d'agglomération, il n'y a plus de points urbains conséquents sur lesquels s'accrocher, jusqu'au Dniepr. Voilà, dans cette région de Dnipropetrovsk, dans laquelle, contrairement à ce que j'ai entendu sur LCI, les Russes ont déjà pris pied plus au sud. Voilà. Donc, c'est très important pour la suite de l'offensive de l'armée russe, évidemment. Ce sera une victoire symbolique pour Vladimir Poutine. Là-dessus, je dirais le narratif mainstream ne se trompe pas. C'est une ville dont la prise sera équivalente à la prise de la ville d'Avdivka ou de Bakhmout. Donc c'est très important pour le narratif russe. Je dirais quand les Russes progressent dans la plaine, dans les champs ou dans de petits villages,
on peut relativiser en disant que finalement c'est pas grand-chose et qu'ils sont en train de prendre des espaces vides. Mais quand on parle de villes, pas tellement d'ailleurs pour la mine de charbon, parce que les Russes ont suffisamment de charbon sur leur territoire pour ne pas se préoccuper du charbon de la ville de Pokrovsk. Mais la ville de Pokrovsk, pour la suite, elle est très importante. Elle est très importante aussi pour montrer finalement, je dirais au monde entier que malgré ce qui est dit dans les pays occidentaux et par les médias occidentaux, l'armée russe a les moyens de son offensive et elle a le temps de son offensive. Et ça, c'est aussi un point que je voudrais souligner, c'est que la bataille de la ville de Pokrovsk, c'est pour ceux qui ont vu l'excellent film Capitaine Conan, c'est une bataille équivalente à celle menée par les corps francs durant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande offensive, mais on prend à l'aide des drones et à l'aide de petits groupes d'une dizaine de soldats, on prend les immeubles, on prend les maisons quasiment au corps à corps. Ça, c'est la réalité de la bataille de Pokrovsk. C'est la raison pour laquelle, quand les Ukrainiens disent qu'il y a des soldats russes infiltrés dans Pokrovsk, c'est plus que ça. C'est que la bataille de Pokrovsk, aujourd'hui, c'est une bataille au corps à corps entre les troupes russes et les défenseurs ukrainiens, qui d'ailleurs, pour la plupart, ne sont pas des forces spéciales, ce sont des conscrits, ce sont des gens qui sortent de prison et qui ont été envoyés pour ralentir au maximum l'avancée russe. Les forces spéciales ukrainiennes ne sont évidemment pas dans Pokrovsk. Tout ça, c'est de la communication. Quand on voit l'opération des 11 forces spéciales débarquées par des hélicoptères Black Hawk dans les champs, on n'est que dans la communication. Les forces spéciales ukrainiennes n'ont pas les moyens de tenir Pokrovsk. Et d'ailleurs, le régiment Azov, qui fait partie des meilleures unités ukrainiennes, a refusé d'entrer dans Pokrovsk et de défendre Pokrovsk. Donc Pokrovsk est perdu, mais simplement pour en déloger, avec la menace des drones ukrainiens, pour en déloger les soldats ukrainiens, eh bien les Russes utilisent la fourchette à escargot, on peut dire. Donc c'est immeuble par immeuble. C'est la raison pour laquelle ça prend du temps. Et aussi parce qu'effectivement, la guerre des drones aujourd'hui ne permet pas, je dirais, une grande offensive sur des points urbains aussi développés. Il faut y aller avec parcimonie. Et les Russes, et d'ailleurs les Ukrainiens, maîtrisent parfaitement cette bataille. Simplement, le problème pour les Ukrainiens, c'est que les Russes ont pris durant des mois des positions autour de la ville de Pokrovsk, qu'ils ont fini quasiment par encercler, que la logistique, le ravitaillement n'arrive plus dans Pokrovsk, et qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu comme dans cette bataille la fin de la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire avec des soldats allemands qui sont encore dans la ville, qui tiennent quelques positions, mais qui finalement savent que leur destin est terminé, soit mort, soit prisonnier. Voilà, c'est la raison pour laquelle, je dirais, la bataille de Pokrovsk va certainement se terminer dans quelques jours avec soit du côté ukrainien des milliers de morts, en réalité, ce sera le bilan de la bataille de Pokrovsk, des milliers de prisonniers et, je dirais, une défaite symbolique extrêmement importante qu'il va falloir, et on le voit, ça a démarré sur les plateaux mainstream, qu'il va falloir expliquer, qu'il va falloir minorer d'abord. On expliquera que Pokrovsk, comme je l'ai dit avant, ça n'est pas grand-chose, et qu'évidemment ça a saigné l'armée russe, ça a mis l'armée russe à blanc. Et qu'est-ce qu'on verra, puisque chez Omerta, on a quand même un talent, c'est que on se trompe rarement sur la question de la guerre en Ukraine, comme sur d'autres sujets, on se trompe rarement. C'est que les Russes ensuite vont développer leur offensive, et que plus le temps passe, et moins Zelensky et les Ukrainiens seront en position favorable pour négocier quoi que ce soit avec les Russes. C'est exactement le pari de Vladimir Poutine. Le pari de Vladimir Poutine, c'est détruire l'armée ukrainienne, mettre l'armée ukrainienne à genoux pour faire comprendre à Donald Trump, et que Donald Trump fasse comprendre aux Européens que si Zelensky ne s'arrête pas, eh bien, les Russes, eux, continueront de progresser, et que ce sera une humiliation non seulement militaire, mais aussi politique quasi absolue pour le président ukrainien et ses soutiens occidentaux. Merci Charles pour vos réponses et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.